Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à notre bulletin de nouvelles hebdomadaire Infotémis du 16 avril 2024. Ici Lorraine McLean, votre lectrice pour aujourd'hui. Alors cette semaine à Infotémis, nous avons plus de 72 000 en dons à la communauté pour le comptoir Jean 23, protéger la biodiversité sur les fermes, un geste à la fois, l'organisme du bassin versant de Témiscamingue reçoit un prix de la Fondation Esten. Un tout nouveau parc de planches à roulettes pour Ville-Marie. Sainte-Terre devient le 49e village relais au Québec. Hommage au paradis du Nord. Le rejet de l'entente de principe avec Québec déçoit la FIC-CISAT. Et plusieurs autres nouvelles. Et surtout, n'oubliez pas d'être des nôtres à 18 h chaque mercredi soir pour notre télé-bingo hebdomadaire. Pour l'année 2023, le comptoir Jean 23 a remis un montant de 72 200 $ à divers organismes locaux qui viennent en aide aux plus démunis. Selon la présidente du conseil d'administration, Yvette Duquette, il s'agit de l'une des plus grosses sommes remises par l'organisme dans les dernières années. Le montant est d'autant plus impressionnant lorsqu'on le compare à celui remis en 2022, qui était d'environ 29 000 $. Madame Duquette explique que l'achalandage du comptoir Jean 23 a beaucoup augmenté l'an dernier, ce qui a contribué à pouvoir remettre un aussi gros montant. Le coût de la vie augmente et les gens ont un côté plus écologique. Ils acceptent davantage de porter des vêtements qui ne sont pas neufs. Il y a des choses au comptoir Jean 23 qui sont très propres et qui se portent très bien une deuxième fois. Grâce à un coussin financier en 2023, après avoir payé l'ensemble de ses dépenses, le conseil d'administration a pu remettre en don presque l'entièreté du total de ses ventes. Lorsque les organismes envoient leur demande de dons au conseil d'administration du magasin de seconde main, celles-ci sont analysées et l'équipe regarde s'il est possible de leur venir en aide. Il faut que ça réponde à la mission. Dans la charte, il est bien mentionné qu'il faut donner aux organismes pour les gens les plus vulnérables. Par exemple, l'organisation a remis un montant au Centre de bénévolat du lac Témiscamingue pour aider sa clientèle à se procurer des prothèses dentaires et des lunettes. À un autre moment dans l'année, le regroupement d'entraide sociale du Témiscamingue manquait de nourriture à offrir. Une commande a été faite à un épicier et le comptoir Jean 23 s'est chargé du paiement de la facture. La présidence souhaite toutefois mettre l'attention sur l'équipe de 29 bénévoles, une majorité de femmes qui permettent le bon fonctionnement de la boutique. Un organisme qui a autant de bénévoles en région, c'est plutôt rare. Madame Duquette ajoute que maintenant, le comptoir Jean 23 est ouvert sur une période de 5 jours et une soirée le jeudi. La présidente tient à préciser que c'est le travail de ses bénévoles de 7 à 8 heures par semaine, toutes les semaines, ainsi que les efforts des précédents conseils d'administration qui ont permis de remettre autant de dons en 2023 aux 21 organismes de la région. L'Union des producteurs agricoles a présenté mercredi passé à Saint-Édouard-de-Fabre un nouveau programme qui souligne les efforts des producteurs agricoles pour protéger l'environnement. Des fermes du Témiscamingue ont alors été récompensées pour leurs bonnes pratiques favorisant le maintien de la biodiversité. Le programme s'intitule « L'agriculture complice de la biodiversité » et l'importance de protéger les bandes riveraines a été au centre des discussions. Sylvain Barry, copropriétaire de la ferme Valsy, explique comment les arbres qui composent sa bande riveraine permettent de couper les vents froids d'hiver et d'aider l'eau à être filtrée avant de se rendre au lac. Le président de la Fédération de l'UPA d'Abitibi-Témiscamingue, Pascal Auro, rappelle que chaque petite action vaut son pesant d'or. Il ajoute que c'est bon de valoriser les bonnes actions que les entreprises agricoles ont déjà faites. On est conscient qu'on a un impact sur l'environnement, mais quand on fait de bonnes actions à un moment donné, il faut les valoriser, insiste M. Rowe. Sylvain Barry mène plusieurs actions pour conserver la biodiversité sur ses terres, comme diminuer le travail de sol pour garder les vers de terre.
Avec le temps, on devrait être capable de mettre des chiffres sur ce qui est fait, ce que ça donne, indique le producteur. De son côté, Augustin Cormier, copropriétaire de la ferme Témisca Ranch, sème des plants pour couvrir des champs avant l'hiver et évite le travail de sol l'automne pour garder une culture souterraine grouillante de vie. Ceci permet de meilleures récoltes. La ferme Norvie de Saint-Bruno-de-Guigue mise elle aussi sur l'engrais vert. Les rotations de culture et les semis directs ou cultures sans labour sont aussi favorisées chez les fermes participantes. Anne Edlec, Frédéric Hamelin de la ferme Témiscamienne croit aux méthodes anciennes et se sert de la traction animale. Il troque souvent son tracteur pour ses 2 chevaux qui sont devenus ses meilleurs alliés à la ferme. Il se sert de ses 2 gros chevaux belges pour racler le foin, pour désherber, pour faire le bois de poêle. Les producteurs se sont lancés dans la culture d'ail et espèrent en récolter 2 tonnes cet été. Ils ont fait l'achat de nouveaux équipements qu'ils pourront adapter pour les animaux. Plusieurs gestes favorisant la biodiversité sont désormais intégrés aux opérations des producteurs agricoles. Certaines pratiques, comme la mise en place d'une bande riveraine, demandent toutefois un investissement supplémentaire. Pascal Roux estime que les MRC pourraient en faire plus pour aider les producteurs dans leur action environnementale. La protection des écosystèmes guide la ferme Norvie dans ses opérations, mais des compromis doivent être faits pour maintenir une bonne santé à la fois des terres et de l'entreprise. Les fermes complices de la biodiversité, situées dans les autres MRC de la région, recevront aussi des honneurs plus tard cette année. La Fondation Estène a remis la bourse du même nom pour la recherche et l'innovation en traitement décentralisé des eaux usées à l'organisme de bassin versant du Témiscamingue, l'OBVT, pour son projet de caractérisation des installations septiques autonomes au Témiscamingue. Ce projet, instauré en 2021, consiste à caractériser les installations septiques autonomes dans la région en se basant principalement sur le guide de relevé sanitaire publié par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en 2007. Son objectif est de protéger la santé des lacs et des eaux souterraines dans le bassin versant de Témiscamingue, en minimisant les apports en nutriments, phosphore provenant des installations septiques autonomes défectueuses. Spécifiquement, le projet vise à aider les municipalités à appliquer le règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées en faisant des inspections chez les résidents. À la suite d'une étude faite en 2020, il a été déterminé que les sources de contamination de l'eau étaient majoritairement d'origine fécale. C'est alors que la décision a été prise d'aller travailler sur les installations septiques autonomes et de prêter main forte aux municipalités parce qu'on sait que dans les municipalités, il y a vraiment très peu de main-d'œuvre et ils ont déjà beaucoup de dossiers à gérer. Le projet est établi sur 3 phases. La collecte des données sur le système, le travail de terrain ou l'inspection qui sert à vérifier la conformité des systèmes septiques autonomes, le fonctionnement du système et l'historique d'installation de la vidange et finalement produire les rapports qui rassemblent toutes les données recueillies lors de l'inspection et de les fournir aux municipalités. En 2023, le projet a été mis en œuvre dans 5 municipalités de la MRC de Témiscamingue, soit Saint-Eugène-de-Guigue, Notre-Dame-du-Nord, Guérin, Kipawa et le territoire non organisé de l'Aniel. Dans l'année, 223 systèmes ont été inspectés avec une moyenne de 25 adresses par année. En 2024, le projet sera mis en œuvre à Saint-Eugène-de-Guigue, Notre-Dame-du-Nord, Guérin, Kipawa et Ville-Marie. L'obtention de la bourse permettra d'acheter du matériel pour faire les inspections de manière plus efficace et de faire élargir les services disponibles aux municipalités dans le futur. L'argent servira également à aider l'organisme à poursuivre sa mission et de faire la promotion de la protection de l'eau au Témiscamingue. La Fondation Estène a comme mission de souligner, encourager et donner de la visibilité aux initiatives de recherche dans le domaine de l'assainissement décentralisé
ainsi que les projets communautaires axés sur la sensibilisation et la protection des ressources en eau. Des jeunes de l'école Marcel Raymond de Lorrainville ont participé à la finale régionale de secondaire en spectacle qui se tenait le jeudi 28 mars au Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. En effet, les gagnants de la finale locale ont pris part à la deuxième étape du concours qui mène au réputé rendez-vous pan-québécois. Le groupe Illusion, formé de Léane Gironne, Anaëlle Gironne, Thomas Barrette, Romanique Paquin-Lévesque, Alexis Véraud et Isaac Bibeau a livré la performance de leur vie. Ce band de rock a une énergie et une prestance sur scène incomparables. Ils ont interprété la chanson Illégale de Marjo. Malheureusement, ceci ne leur a pas permis de rapporter la banderole. Ce band, formé majoritairement de finissants, aura un bel avenir avec déjà plusieurs spectacles prévus cet été, entre autres lors de la rigolade de la Verlechère. Ensuite, Anaëlle Gironne a présenté sa version de la chanson provocante de Marjo. Elle a su faire lever la foule, et ce, par son plaisir de performer sur scène. Après sa première présence à secondaire en spectacle, Anaëlle en ressort motivée pour les 4 prochaines années. Enfin, le collectif de théâtre composé d'Alissa Dénommé, Maïka Drolette, Danaëlle Breton, Gabrielle Fournier, Nolan Côté et Mélodie Dénommé a offert une performance du texte dramatique écrite par cette dernière, qui présente les différentes facettes du trouble de l'anorexie. La troupe a réussi à créer une version réduite où le message reste clair et puissant. Malheureusement, pour le groupe, le prix Création a été donné à une troupe de théâtre de Rouyn-Noranda, qui a fait une performance grandiose aussi. De plus, les animateurs Adrien Giaraud, Edmond Girard, Colin Boucher et Maëna Barry ont su être drôles et précis dans leurs tâches. La finale régionale a mis sur scène des numéros impressionnants d'une jeunesse prometteuse. La Société de développement du Témiscamingue annonce son partenariat avec Logistique Login Incorporée, une entreprise spécialisée dans les solutions logistiques pour réaliser une étude exhaustive visant à cartographier les flux de transport et d'approvisionnement sur l'ensemble du territoire du Témiscamingue. Dans le cadre de ce mandat, la SDT et Logistique Login travailleront en étroite collaboration afin de fournir une vision le plus complète possible des activités de transport qui se produisent au Témiscamingue. L'objectif principal de cette étude est de revoir et d'améliorer le plan logistique actuel en développant de nouvelles stratégies de transport innovatrices et de permettre aux entreprises de gagner en efficacité tout en faisant des économies. Les principaux axes de travail incluent l'optimisation de l'utilisation des camions de livraison sur le territoire en coordonnant et synchronisant les mouvements de transport entrant et sortant de la région. Nous évaluerons également les options et les possibilités de mutualisation permettant aux entreprises de réduire les coûts, d'optimiser les ressources, de raffermir la collaboration et l'efficacité opérationnelle. Parmi les objectifs spécifiques de l'étude, la SDT et Logistique Login Incorporée se sont engagés à rassembler toutes les données relatives aux activités de transport sur le territoire et de les analyser afin d'élaborer des plans logistiques optimisés. Par le fait même, ces plans intégreront des pratiques éco-responsables telles que la réduction des gaz à effet de serre, l'optimisation du transport des marchandises et l'approvisionnement responsable. Daniel Bourgault, président de la SDT, déclare que ce travail avec Logistique Login Incorporée représente une opportunité importante pour le Témiscamingue afin de renforcer son infrastructure logistique tout en adoptant des pratiques durables. Il ajoute qu'en travaillant ensemble, nous sommes convaincus que nous pourrons non seulement améliorer l'efficacité de nos opérations de transport, augmenter la sécurité routière sur le territoire, mais aussi contribuer de manière significative à la réduction de GES. Les entreprises de la région sont invitées à collaborer activement à cette initiative qui promet des retombées positives pour le territoire lors de l'appel téléphonique de la firme Logistique Login.
Pour plus d'informations sur cette collaboration ou pour toute demande de veuillez contacter Louis Kirouac au 819-629-3355, poste 121, et laisser un message ou envoyer un courriel à louisk@commercial-lasdt.com. Ville-Marie compte inaugurer son nouveau parc de planches à roulettes cet été. Une seule entreprise a déposé une soumission au montant de 239 500 $ après 2 appels d'offres infructueux. Le futur skatepark restera dans le parc des clubs, mais sera relocalisé à côté du terrain de baseball en bordure de la rue industrielle. Il sera aussi beaucoup plus grand que celui en place actuellement. Ce projet verra le jour dans les prochaines semaines. De jeunes planchistes ont été sondés pour connaître leurs besoins et les disciplines qu'ils pratiquent, parce qu'il y en a qui font de la trottinette, du BMX, du patin à roues alignées et du skateboard. La Ville a aussi envoyé à l'entreprise des images de parcs de planches à roulettes avoisinants, comme ceux de New Liskeard, Rouyn-Noranda, Malartic et Cadillac, pour s'accorder avec les autres. Une demande a été acheminée auprès de la compagnie afin d'obtenir une offre différente et par le fait même complémentaire à ces skateparks-là, parce que la Ville veut que les gens d'ailleurs aient envie de venir à Ville-Marie, puisqu'il y aura tel type de module qu'il n'y aura nulle part autre ailleurs. Ce sont 2 entreprises de l'extérieur de la région qui assureront la construction du nouveau parc. L'une d'entre elles est spécialisée en élaboration de skateparks à travers le monde. Une partie du projet sera subventionnée par le ministère de l'Éducation et son programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. Comme le projet avait été déposé en février 2020, l'inflation a forcé la Ville de Ville-Marie à remanier son budget, bien que le ministère ait alloué un montant supplémentaire pour tenir compte des augmentations des coûts. La Ville demeure à la recherche de commanditaires ou d'autres subventions pour combler la différence. La construction devrait débuter en mai avec les travaux publics de la Ville. Elle s'étalera ensuite sur 6 semaines du début juin jusqu'à la fin juillet avec l'entreprise chargée de l'aménagement. L'inauguration officielle devrait avoir lieu au début du mois d'août. La pluie forte des derniers jours a causé des entraves importantes sur la route, notamment au Témiscamingue. Les cours d'eau de cette MRC demeurent sous haute surveillance, alors qu'on y retrouve 4 grands lacs réservoirs. Ces lacs reçoivent les surplus d'eau d'autres cours d'eau plus petits. Quand les lacs réservoirs atteignent le niveau maximum, on voit très bien que les niveaux sont très hauts. Ça reste sous haute surveillance. Ce que le lac réservoir ne peut plus recevoir, ça va reculer vers les terres, dit la préfète Claire Bolduc, tout en rappelant que les lacs Kipawa, Témiscamingue et le lac Simard sont surveillés et que la MRC est en contact avec Hydro-Québec, le Centre d'expertise hydrique et le Comité de surveillance de la rivière des Outaouais. La préfète rassure la population en mentionnant que tout ce qui a été fait dans les dernières années en matière de sécurité civile, notamment les enseignements tirés lors des incendies de l'année dernière, permettent d'être beaucoup plus alertes et actifs quand arrive ce genre d'épisode, que ce soit une inondation, des ruptures de route, des froids extrêmes, du verglas, etc. Claire Bolduc rappelle que les citoyens habitant à proximité de plans d'eau sur surveillance doivent prendre des précautions nécessaires lors des crues. On doit toujours prévoir le pire. Est-ce qu'on a à manger, de l'eau, des médicaments? Et dans certains cas, il faut prévoir si on est avisé par la sécurité civile ou la municipalité qu'il faut évacuer, ce départ doit être rapide. Les gens sont visités un à un s'il y a lieu, mais actuellement au Témiscamingue, ça n'a pas encore été le cas. La Commission culturelle, comité consultatif de la MRC de Témiscamingue, est fière de présenter la 5e capsule vidéo de son projet visant à démystifier l'art qui se pratique sur notre territoire. Par le biais de ces capsules, les artistes témiscamiens ont la chance de présenter la pratique artistique qui les anime.
Jusqu'à maintenant, ce projet a permis de mettre en lumière le travail artistique de Dominique Lafontaine, Louise Lavictoire, Émilie B. Côté et Michel Beauchamp, tous issus d'univers fort différents. La capsule dévoilée aujourd'hui présente le travail de l'artiste François Lefebvre, musicien, auteur, compositeur, interprète et propriétaire du studio d'enregistrement Artemis. D'une durée de 6 minutes 30, cette capsule représente le travail musical de M. Lefebvre, que ce soit au niveau de ses propres créations ou comme arrangeur au sein de son studio d'enregistrement. En nous accueillant dans son studio, là où tous les éléments de son travail musical prennent vie, François Lefebvre, alias Frank, nous transmet sa passion pour tout ce qui touche la musique. La réalisation et le montage des capsules vidéo ont été confiés à Frédéric Patoine, qui a su rendre concret ce projet de la Commission culturelle. La capsule de François Lefebvre, tout comme les 4 autres, produites récemment, sont disponibles sur le site Internet de la MRC de Témiscamingue, de même que sur les médias sociaux. Une bande-annonce sera diffusée sur l'écran du cinéma du Rift, invitant le public à découvrir cette capsule. Au cours de l'année, 3 autres capsules vidéo verront le jour, toujours dans le but de faire découvrir au public l'univers créatif des artistes de notre territoire. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec dans le cadre de l'entente de développement culturel de la MRC de Témiscamingue. Ensemble, regardons la capsule de l'artiste François Lefebvre. François Lefebvre, musicien, guitariste avant tout, mais je suis passionné par tout ce qui entoure la musique en tant que telle. Mais j'ai commencé à jouer de la guitare, j'avais 10 ans, puis dès les premières tunes que j'ai appris, dès les premières notes, je savais que ça allait être une passion pour le restant de ma vie. J'ai étudié en musique après mon secondaire au campus Notre-Dame-de-Foix, puis j'ai fait aussi une attestation d'études collégiales en sonorisation et enregistrement. J'ai passé 3 ans à étudier beaucoup de jazz, beaucoup de classique. Fait que c'était 2 styles de musique que je connaissais moins avant d'arriver là. Ça m'a apporté plein de notes, plein d'outils que j'ai pu mettre dans mon style de musique. Mais aussi avec la formation en enregistrement et sonorisation, ça m'a expliqué un petit peu comment atteindre telle sonorité, reconnaître aussi les instruments. C'est quand même utile de savoir chaque instrument qui fait quoi, quel son a. Fait que ça m'aide beaucoup à faire des arrangements musicaux, qui est dans le fond d'habiller la chanson. Fait que je te dirais, avec les 2 formations, c'est le meilleur des 2 mondes, vu que j'ai des connaissances un peu en musique, un peu en technique. Fait qu'après ça, on dirait que ça facilite un peu le processus de savoir où est-ce qu'on s'en va avec une chanson. J'ai commencé avec des groupes au secondaire comme les Nomades. Ça a été un groupe qu'on a fait quand même beaucoup de spectacles là, pour l'âge qu'on avait. Là. On avait entre 16 et 22 ans quand on a eu ce groupe de musique-là. C'était vraiment les premières expériences, aller jouer dans des salles, aller jouer dans des festivals, des bars. Puis ça nous a appris un peu aussi ce métier-là qui est complètement différent de juste pratiquer dans un local finalement. Là, on offre ça aux gens. C'est ça, j'ai eu les Nomades au début. Après ça, on s'est formé un groupe avec le chanteur principal des Nomades, Elliot P, dans le fond, d'où est sorti le projet. Puis il y a aussi mon projet solo. Dès que j'ai commencé à jouer de la guitare, mon envie était de composer, de créer mes propres chansons, que ce soit avec instrumental ou avec des paroles. Le plus simple, je trouve, c'est quand il y a un texte, vu que je vais commencer avec l'écriture, je vais écrire ça souvent dans mon bloc-notes sur mon cellulaire. C'est quand même assez facile, c'est tout le temps accessible. Si j'ai une idée qui me pop dans la tête à un moment donné d'une journée, bien, je suis capable d'aller le noter. Puis un coup que tout mon texte est prêt, bien là, je vais aller essayer de mettre des accords là-dessus. Après ça, on va faire l'arrangement, c'est-à-dire de rajouter d'autres instruments, la batterie, la basse. Des fois, on peut même mettre des violons ou du piano. Dans un studio, tout est disponible, c'est ça qui est le fun aussi avec la technologie. J'ai oublié de faire le ménage. Ça va traîner longtemps. Je m'en vais faire un voyage. Tu diras que j'avais pas le temps. J'ai mis du temps à faire mes bagages. J'ai toutes mes skis fitaient dedans. Je m'en vais pas sur une belle plage.
fais une chanson instrumentale, c'est souvent, je pars d'une mélodie, puis je vais aller rajouter le reste que moi j'entends dans ma tête, puis souvent, j'essaie de recréer l'image de la chanson que j'ai dans ma tête. Fait que souvent, on n'a pas besoin d'une voix pour ressentir une émotion en écoutant de la musique. C'est beaucoup l'émotion reliée à la musique, finalement, qui me passionne, puis qui me détermine à continuer d'en faire autant. C'est quand même assez folk et pop, qu'est-ce que je fais, mais avec beaucoup d'inspiration de plein de styles qui viennent de partout dans le monde, finalement. Là. Des fois, il y a des inspirations percussives un peu plus latino, tandis que d'autres, ça va être vraiment pur québécois, surtout dans les paroles et dans les accords. Là. Ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup de voir les mélanges de différentes cultures aussi là-dedans. Puis, je pense que le Témiscamingue aussi, on a une belle place inspirante autour de nous, avec la beauté du territoire, les lacs et la forêt. C'est super inspirant, le territoire. Aujourd'hui, on rajoute du drum sur une de mes chansons que j'ai composée il n'y a pas bien long. Puis on avait tout le drum de prêt pour enregistrer. Fait que là, j'ai appelé mon ami Michael qui va nous faire de la batterie là-dessus. Mon studio Artemis, ça appartient en 2021. Dans le fond, j'avais besoin d'un endroit pour produire ma musique. J'en faisais déjà depuis 2018 avec mes groupes de musique que j'ai. Puis c'est vraiment pour ça aussi que mon studio existe, pour des projets locaux, en fait. C'est vraiment pour offrir aux gens du Témiscamingue et alentour une possibilité d'enregistrer une chanson de manière professionnelle. Ici, on peut tout faire. Là. On peut enregistrer de la batterie, de la basse. J'ai plein de guitares aussi à disposition si on veut essayer différents sons. Fait que quand le groupe arrive ici, c'est comme s'il arrivait dans un garage finalement, puis il peut essayer plein de choses pour arriver à avoir la chanson qu'il veut finalement. Puis à amener la chanson au niveau professionnel aussi, c'est sûr. C'est parce que n'importe qui est capable d'enregistrer chez soi, en fait, à cette heure, avec la technologie, puis c'est abordable aussi de s'acheter de l'équipement. Mais on n'a pas tout le temps les instruments ou tous les équipements nécessaires pour faire un album professionnel. Fait que je pense qu'en ayant un studio comme le mien, ça offre des outils, puis ça donne des idées aussi. Ça peut être inspirant d'avoir l'environnement pour la création et l'enregistrement, finalement. C'est très cool, ça! C'est tellement un beau métier. Si j'ai du fun, moi, sur un stage, il y a beaucoup de chances que les gens en avant de moi y en aient aussi. Puis ça, c'est vraiment le point central de pourquoi je fais de la musique, c'est de donner de la joie aux autres, de partager ça. C'est sûr, on essaie d'aller rejoindre la population d'ici pour qu'eux autres aussi, ils se reconnaissent dans la chanson. Mais c'est vraiment ça, c'est partager la joie finalement de la musique. C'est ça qui est important. Un chantier est en branle à l'École secondaire catholique Sainte-Marie de New Liskeard, et ce, depuis la fin de l'été 2023. Ainsi, près de 415 élèves de la 7e à la 12e année pourront profiter de nouvelles infrastructures, soit un deuxième gymnase dont la construction devrait se terminer à l'automne 2024. Au premier gymnase daté de 1971 s'ajoutera un deuxième gymnase simple de 5520 pieds carrés, un vestiaire ainsi qu'une salle de bain avec douche qui répondra à des besoins d'inclusivité et d'accessibilité. Pour maximiser l'espace, des estrades seront installées au-dessus du vestiaire. Selon Mme Karine Labonté, directrice de l'École secondaire catholique Sainte-Marie, spécifie qu'avec l'arrivée des élèves de la 7e et de la 8e année à Sainte-Marie, il était de plus en plus difficile d'accommoder tous les groupes. Cette nouvelle construction offrira donc l'espace nécessaire pour faciliter l'organisation scolaire relative aux cours d'éducation physique, celle des entraînements des différents clubs sportifs, ainsi que le déroulement de tournois, notamment lorsque Sainte-Marie est l'hôte d'équipes provenant d'autres écoles. Avec un gymnase supplémentaire, la directrice espère le retour d'activités sportives parascolaires le midi, qui sont actuellement impossibles étant donné les conflits d'horaires. Venas Building Group est l'entreprise responsable des travaux.
Les coûts estimés du gymnase sont d'environ 5,3 millions de dollars. De ce montant, le conseil scolaire a reçu un financement de 2 303 000 $ du gouvernement fédéral, puisque le projet répondait à différents critères, dont celui de son utilisation communautaire. La population de Rouyn-Noranda sera invitée à se prononcer sur 2 scénarios pour le futur quartier résidentiel Sénator, alors que la firme d'architecture à l'origine du projet s'apprête à dévoiler ses concepts d'aménagement. Dans le dossier du quartier Sénator, les citoyens sont conviés à une rencontre qui aura lieu le 30 avril en soirée. Des représentants de la firme Domus Architecture plus Design urbain seront sur place pour présenter les 2 concepts d'aménagement imaginés pour donner vie au futur quartier. Les citoyens ont pu s'exprimer une première fois sur des éléments du projet résidentiel Sénator en janvier dernier. La firme de Montréal dévoilera ses travaux aux membres du conseil municipal le 15 avril prochain. 2 semaines avant de le faire auprès du reste de la population, le projet Sénator vise notamment à offrir une option de rechange aux résidents qui seront expropriés de la future zone tampon. Le programme de compensation visant à indemniser les citoyens expropriés de la future zone tampon doit être déposé pour adoption en juin prochain. En vue des élections générales municipales du 2 novembre 2025, la Ville de Rouyn-Noranda va procéder à un nouveau découpage électoral de ses districts. En vertu de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, toutes les villes du Québec de plus de 20 000 habitants ont l'obligation de le faire une année avant chaque élection générale. Par conséquent, lors de la séance de lundi passé, le conseil municipal a donc adopté un projet de règlement présentant les nouvelles limites projetées des 12 districts. Dans le cadre du processus de redécoupage électoral, le principal critère que la Ville doit respecter est le nombre d'électeurs par district. Chaque district doit comprendre 2 296 à 3 106 électeurs. À l'heure actuelle, 12 districts composent le territoire de la Ville de Rouyn-Noranda. 4 d'entre eux sont dérogatoires, comme celui d'Aiguebelle, qui compte moins de 1900 électeurs. Les 3 clubs aquatiques de Rouyn-Noranda encouragent la municipalité à construire un centre aquatique qui anticipera les besoins futurs de la population. Ces organisations craignent que le projet actuel, moins ambitieux qu'au départ, s'écarte de sa raison d'être, accroître les infrastructures à la disposition du citoyen. C'est la crainte qu'ont exprimée tour à tour les représentants du club de natation Les Dauphins, du club de triathlon Trio Cisco et du club de nage synchronisé Hippo lors de la séance du conseil municipal tenue la semaine passée. Une piscine, c'est une infrastructure majeure pour avoir une population en santé. Tout le monde a besoin d'apprendre à nager. On a besoin d'offrir un minimum d'heures de disponibilité à la population. La plus récente mouture du projet qui propose un bassin de 6 couloirs, alors que la Ville promettait au départ d'en offrir 2 de plus. La piscine du Cégep, dans un état désuet, compte 6 couloirs de nage. Émilie Sirard, secrétaire du club Trio Cisco, mentionne que présentement, on est limité dans nos plages horaires et dans nos espaces. Tant qu'à construire une nouvelle piscine, aussi bien en faire une structurante pour les 40 prochaines années à venir. Même s'il est minuit moins 1, les clubs aquatiques réitèrent leurs mains tendues au conseil de ville dans l'espoir de modifier la trajectoire du projet et d'obtenir un centre capable de traverser les âges. C'est une question de coût d'opportunité. Avec 8 couloirs, on parle d'une différence de 6,5 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent, mais est-ce qu'on peut vraiment se permettre de ne pas trouver ces fonds? Surtout quand on sait qu'un bassin plus petit ne répondra plus aux besoins des citoyens dans 5 ou 10 ans. La mairesse de Rouyn-Noranda, Diane Dallaire, se montre pour sa part rassurante. Elle soutient que la municipalité prépare le meilleur projet possible en fonction des fonds disponibles. L'enjeu étant de concilier le budget de construction avec ceux d'autres projets, comme d'éventuels plateaux sportifs.
La Ville de Rouyn-Noranda révise actuellement ses devis pour publier un appel d'offres au plus tard à l'automne 2024, si possible avant l'été. Outre un bassin de 6 couloirs, le centre aquatique devrait comporter un bassin récréatif ainsi qu'un espace pour les spectateurs. Madame Dallaire explique que le projet est un projet de qualité selon les plus hauts standards. Et c'est le projet qui répond le mieux aux besoins de l'ensemble de la population, des bébés naissants aux personnes âgées. Maëva Slobodian, entraîneur-chef du club Hippo, craint tout de même qu'un bassin de 6 couloirs ne puisse recueillir de championnats provinciaux tels que les Jeux du Québec. Madame Dallaire réitère que la firme avec qui nous travaillons nous confirme que notre projet sera capable d'accueillir des compétitions provinciales comme les Jeux du Québec. Pour Nancy Letourneau, vice-présidente du club Les Dauphins, et Chantal Paradis, trésorière de la même organisation, ce n'est pas seulement la piscine de Rouyn-Noranda qui a besoin d'être remplacée, mais aussi les gradins pour accueillir les parents. Présentement, les parents s'installent devant la vitre, regardent leurs nageurs et après, ils doivent se tasser pour laisser une place aux autres. Ça crée une rotation continue et c'est désagréable. Les clubs aquatiques de Rouyn-Noranda ont consigné lundi matin une lettre transmise au conseil municipal, ce qui n'empêche pas de se demander s'il n'est pas trop tard. La MRC d'Abitibi-Ouest demeure un point chaud avec des routes sous le coup de fermeture pour une durée indéterminée, notamment la route 388 de Rapide-Danseur jusqu'à la frontière de l'Ontario. Au Témiscamingue, la situation s'améliore puisque le ministère des Transports du Québec a pu rouvrir des routes 101 à Nedelec et 391 à Rimini, permettant ainsi un accès vers Rouyn-Noranda et l'Abitibi. La circulation se fait en alternance sur les portions fermées depuis samedi. Dans la MRC d'Abitibi, la route 395 est désormais fermée à Amos, à la hauteur du ruisseau Trudel. La route 397 est, elle aussi, fermée de Roche-Beaucourt jusqu'à la route 113. Les autorités surveillent par ailleurs le niveau de la rivière Aricana à Amos. Plusieurs municipalités doivent aussi composer avec des bris de ponceaux et de chemins sous leur responsabilité. C'est le cas à Pressac, où une section du chemin des pêcheurs a été emportée vendredi soir. La municipalité s'affairait dimanche à compléter des travaux pour rendre carrossable le chemin de détour vers la Motte, permettant à 150 citoyens isolés d'être désenclavés. Pressac ne pourra pas réparer rapidement le ponceau détruit. La municipalité s'est penchée lundi sur la suite des choses puisque les citoyens concernés, tout comme le transport scolaire, ont à composer avec un très long détour via Rivière-Éva et Cadillac. Le maire craint que ça pourrait prendre plusieurs semaines selon l'ampleur des travaux. C'est un ruisseau qui coule constamment. Ça va sûrement prendre des équipes professionnelles et l'intervention d'ingénieurs. À Malartic, la situation est rentrée dans l'ordre samedi soir après un débordement de la rivière Malartic sur le chemin Aricana. 6 résidences ont subi de légères infiltrations d'eau. Même si un tel débordement est très rare dans sa municipalité, le maire, Martin Ferron, croit qu'une analyse devra être faite de la capacité des ponceaux, notamment ceux du Canadien national. Ça devait faire plus de 20 ans que ça n'était pas arrivé. Les précipitations et la fonte des neiges ont surchargé le réseau. On croit que les ponceaux sur les voies ferrées du CN, à l'est et à l'ouest de la ville, amènent des restrictions à la libre circulation de l'eau. Le maire mentionne que la municipalité va devoir réanalyser le tout parce que ce n'est pas agréable pour les citoyens qui doivent composer avec des dégâts. La municipalité va devoir faire une analyse des débits avec ses services d'ingénierie pour voir s'il n'y a pas des modifications à faire à leur infrastructure. Élections Québec a annoncé mettre fin au projet pilote de vote par Internet qui devait être expérimenté à l'occasion des élections municipales de 2025 dans 21 municipalités. De ce nombre, Rouyn-Noranda devait faire partie des villes retenues. L'organisation explique dans sa décision qu'elle n'a pas trouvé d'entreprise qui répondait à ces critères à l'issue de l'appel d'offres
et malgré la soumission de 3 compagnies. Le vote par Internet devait être offert aux électrices et électeurs de certains districts ou arrondissements des villes participantes. Les exigences étaient élevées puisqu'il s'agissait de trouver une solution fiable, sécuritaire et accessible. Le directeur général des élections, Jean-François Blanchette, a indiqué que cette avancée technologique n'est pas totalement abandonnée puisqu'il croit que le Québec pourra faire un nouvel essai dans le futur. C'est à la suite de l'annonce de la vice-première ministre et premier ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbeault, que la ville de Sainte-Terre est désormais reconnue à titre de village relais, devenant ainsi le 49e au Québec et le 3e dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Son positionnement géographique le long de la rivière Belle et de la route 113 donne accès aux conducteurs à tous les aménagements qui facilitent et agrémentent leur déplacement. Autant plus que les services et attraits en font la ville candidate idéale comme ambassadrice du réseau des villages relais. La ville de Sainte-Terre s'inscrit pleinement dans le concept de village relais avec une qualité d'accueil et un dynamisme qui sont caractéristiques des municipalités membres du réseau. Dans un territoire aussi vaste que le nôtre, les distances sont parfois étendues, ce qui est susceptible de provoquer de la fatigue au volant. Le réseau des villages relais incite les automobilistes à faire une pause en sachant qu'ils auront accès à tous les services. Les villages relais sont des municipalités de moins de 10 000 habitants, reconnues par le ministère des Transports et de la Mobilité durable, notamment pour leur emplacement géographique ainsi que pour la diversité des services. Le réseau des villages relais vise à accroître la sécurité des usagers de la route, automobilistes et conducteurs de camions, d'autobus ou de véhicules récréatifs en leur proposant des lieux d'arrêt accessibles en tout temps. Proposer des lieux offrant une qualité d'accueil ainsi qu'une diversité de services et des attraits touristiques, culturels et naturels. Apporter un soutien au développement local et régional, la modernisation du réseau des parcs routiers, dont les villages relais font partie intégrante, figure dans la dimension 3 de la politique de mobilité durable 2030 du ministère. La mise en place de nouveaux villages relais s'inscrit à la dimension 4.4 du plan d'action ministériel en affaires municipales 2023-2027 du ministère. L'entreprise Vidéotron a annoncé mercredi passé qu'elle allait construire 37 nouvelles infrastructures de téléphonie mobile en Abitibi-Témiscamingue et dans les Laurentides en partenariat avec Québec. Pierre-Carl Pellado, président et chef de la direction de Québecor, la maison mère de Vidéotron, a commenté par communiqué que Vidéotron est fier d'avoir été sélectionné pour participer à cette nouvelle initiative du gouvernement du Québec visant à renforcer la couverture sans fil qui est offerte aux régions. Avec ces nouvelles structures, Vidéotron compte offrir un service plus complet à la population, particulièrement en Abitibi-Témiscamingue, où le câbleau distributeur est présent depuis 2019. L'emplacement des nouvelles structures sera déterminé d'ici la fin de l'été. Les ventes résidentielles en Abitibi-Témiscamingue ont connu une légère hausse durant le premier trimestre de 2024. C'est ce qui ressort des données publiées cette semaine par l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Dans la région, l'augmentation a été de 6 % alors que la moyenne provinciale était de 17 %. Robert Brière, directeur de la Chambre immobilière, explique que c'est encourageant. Il y a une reprise de l'activité économique à la grandeur du Québec, mais c'est peut-être plus prononcé surtout au niveau de la grande région de Montréal. En région, ça dépend des MRC. Ici, on se tire bien d'affaires et il y a une hausse des ventes au premier trimestre. C'est beaucoup moins que la moyenne provinciale, mais c'est plus stable comme marché en région. Depuis le début de l'année, 90 ventes ont été réalisées à Rouyn-Noranda, en hausse de 1 % et 70 à Val-d'Or, en hausse de 9 %. Le nombre d'inscriptions en vigueur a bondu de 25 % à Rouyn-Noranda pour se situer à 154, alors qu'à Val-d'Or, l'augmentation n'a été que de 8 %
pour se situer à 147. Ce qui fait dire au directeur de la Chambre immobilière, Robert Brière, que le marché en région est stable et qu'il ne s'attend pas à une surchauffe dans les prochains mois. Il y a une augmentation au niveau des ventes, mais elle n'est pas drastique. Ça veut dire que les acheteurs sont au rendez-vous et il y a de bonnes transactions immobilières. Le marché demeure au profit des vendeurs, alors que le prix médian estimé à 340 000 a bondi de 20 % à Rouyn-Noranda pour les maisons unifamiliales, comparativement à une hausse minime de 1 % pour se situer à 335 000 à Val-d'Or. La troupe à cœur ouvert de la Sarre redonnera vie au Paradis du Nord le temps de son spectacle estival dans un format hommage avec dernier embarquement au Paradis qui se produira du 17 juillet au 3 août prochain. Le trio créateur formé de Jocelyne Beaulieu à la direction artistique, de Daniel Morin à la mise en scène et de Geneviève Melançon à la chorégraphie a concocté une production où on retrouvera l'essence du spectacle à grand déploiement qui a occupé pendant 7 ans la plus grande scène extérieure au Québec. La troupe est très fière de présenter cet été une production qui mettra à l'avant-plan nos valeurs de fierté régionale, de sentiment d'appartenance et bien sûr notre devoir de mémoire. Ce sont 24 comédiens qui prendront part à Dernier embarquement au Paradis, reprenant certaines scènes avec les costumes et les décors du Paradis du Nord, ainsi que des chorégraphies revisitées tout en partageant la scène avec des images souvenirs. Le multimédia sera d'ailleurs omniprésent et encore une fois signé par l'entreprise Gradium qui avait créé les projections sur écran géant qu'on retrouvait dans Paradis du Nord. Rappelons que le Paradis du Nord a été un phénomène marquant du paysage culturel abitibien. De 2005 à 2011, la communauté lassarroise a investi plus de 155 000 heures de bénévolat dans cette méga-production qui réunissait 171 comédiens, chanteurs, danseurs et gymnastes. Le passage de 83 202 spectateurs en 126 représentations a généré des retombées économiques de 1,8 million de dollars par an. Daniel Morin, metteur en scène et directeur de la troupe, a de son côté affirmé que le Paradis du Nord restera un des plus beaux et des plus grands projets dans sa carrière artistique et que c'est pour cette raison qu'il a créé ce spectacle hommage. Dernier embarquement au Paradis est en fait un dernier appel pour faire une incursion dans l'univers du Paradis du Nord. Bien sûr, ce nom fait référence à Dernière chance de voir et d'entendre ce qu'a été ce spectacle à grand déploiement. 12 représentations auront lieu cet été à la salle Desjardins de la Sarre. Les billets sont en vente dès maintenant. Nos fermiers le disent, rien ne change en agriculture. C'est pourquoi, un an, jour pour jour, après avoir manifesté dans les rues de Rouyn-Noranda, l'Union des producteurs agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue envahira à nouveau nos rues le 26 avril prochain. Les producteurs agricoles en convoi de tracteurs joindront le mouvement national exigeant une réforme de l'agriculture au Québec. Selon les fermiers, malgré les messages appelant à l'aide nécessaire, peu de gestes concrets ont été posés, si ce n'est que le premier ministre François Legault a reconnu que ce secteur était en crise. La représentante régionale de la Fédération de la relève agricole du Québec, Mégane Jarry, invite d'ailleurs les agriculteurs à partager leur détresse à travers le mot « clic », mais tout va bien. La Sopfeu veut être prête plus tôt que d'habitude cette année pour combattre les incendies de forêt. Elle embauchera 160 personnes de plus d'ici 2 ans, dont 80 pompiers forestiers, mais Québec cherche toujours 10 pilotes pour ses avions-citernes. Les images des 5 millions d'hectares de forêts brûlées, des milliers de gens évacués et de la fumée des feux québécois jusqu'à New York rappellent de bien mauvais souvenirs à de nombreuses personnes, à commencer par les employés de la Société de protection des forêts contre le feu.
Mais grâce à un budget bonifié de 29 millions de dollars sur 5 ans, dont 7 millions cette année, l'organisation prend les grands moyens et grossira ses rangs du tiers d'ici 2 ans, notamment par l'ajout de 80 pompiers forestiers en plus de 80 autres employés. Stéphane Caron, le coordinateur à la prévention et aux communications de la SOPFEU, mentionne que cette dernière va déjà avoir 50 pompiers forestiers de plus dès le début de la présente saison et 30 pompiers supplémentaires l'année prochaine. Après 1 an d'expérience et une formation de chef d'équipe, chaque pompier forestier pourra aussi encadrer 5 combattants auxiliaires. Les combattants auxiliaires sont par exemple des travailleurs en sylviculture ou de l'industrie forestière, tels des broussailleurs ou des planteurs d'arbres qui suivent une formation d'1 semaine pour intervenir sur le terrain lors de feux de forêt. Avec les nouveaux pompiers forestiers et les combattants auxiliaires, la SOPFEU estime qu'en 2025, sa force de frappe sur le terrain partout au Québec pourrait atteindre 480 personnes pour combattre directement les feux. Parmi ces nouvelles embauches, la SOPFEU recrutera aussi 16 agents de protection et 43 employés aux opérations, notamment à son centre provincial de lutte des chefs d'opération, un géomaticien et un aéropointeur. Une vingtaine de personnes supplémentaires seront aussi engagées pour administrer l'organisation. La SOPFEU compte aussi investir dans ses équipements pour ses intervenants sur le terrain. À Lebel-sur-Quévillon, qui a frôlé la catastrophe et qui a dû évacuer sa population à 2 reprises l'été dernier, une base d'opération permanente de la SOPFEU, comptant une quinzaine de pompiers, sera mise en place au cours des prochaines semaines. Le maire de la municipalité, Guy Lafrenière, salue cette décision, dit craindre que la situation de l'année dernière se reproduise. Avec 50 à 60 % moins de neige tombée durant l'hiver, selon ses estimations, il dit espérer un printemps humide et un été pluvieux. En revanche, le recrutement de pilotes d'avions citernes ne va pas aussi bien que prévu et demeure l'enjeu de l'heure pour la SOPFEU. Selon le ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui emploie les pilotes des bombardiers d'eau, il en manque encore 10. Au total, il faut 40 pilotes pour piloter les 14 appareils de la flotte. La SOPFEU doit donc se tourner vers des entreprises privées pour pallier cette pénurie. Les 6 appareils CL 2015 sont aussi vieillissants. La SOPFEU est toujours en attente d'une décision gouvernementale sur le remplacement de ces avions citernes qui ont, pour certains, jusqu'à 50 ans. Et leur fiabilité commence à décroître avec les années. Olivier Lundquist, météorologue à la SOPFEU, explique qu'avec un manque de neige l'hiver et un hiver plus doux, tout ça amène à penser que peut-être nos gros feux du mois de juin, on pourrait peut-être les vivre au mois de mai. La SOPFEU mise aussi sur la sensibilisation. Son budget de prévention augmente de 150 000 $ pour atteindre 3 millions de dollars par année. Pas moins de 80 % des feux de forêt sont causés par l'activité humaine. Des membres de la communauté autochtone de Kitsisakik bloquent l'accès à la communauté à toutes les personnes de l'extérieur. L'école et le CPE sont fermés pour une durée indéterminée puisque plusieurs membres du personnel proviennent de l'extérieur. Les manifestants estiment que le conseil de bande et le chef Régis Penosway retardent de nombreux projets essentiels au développement de la communauté. On reproche aussi au conseil d'avoir adopté une résolution qui diminuerait les pouvoirs de la directrice générale. Il bloque l'accès à la communauté pour réclamer des changements au sein du conseil de bande. L'ex-chef Adrienne Anishinaapeho fait partie des personnes derrière ce mouvement de contestation. Elle estime que tous les projets sont bloqués et cite en exemple la création du nouveau village, l'ajout d'une école secondaire et le projet pour augmenter le salaire des enseignantes sur le territoire. Adrienne reproche aussi au conseil actuel d'annuler des rencontres sans expliquer les raisons. Le conseil présentement s'assoit pas mal sur tous les projets en lien avec le développement des jeunes, l'éducation et les conditions de travail de notre personnel en éducation, craignant que le chef s'octroie tous les pouvoirs.
Dans un communiqué transmis aux membres, Régis Penosway précise que les gestes de manifestation se doivent d'être faits sans nuire à l'ordre public, sans compromettre la sécurité des personnes. Il réclame la levée du barrage en cours. En compromettant l'accès à des employés de la communauté, ce sont les membres qui voient leurs prestations de services compromis. Ils sont donc les victimes directes des actions en cours, précise-t-il dans le communiqué de presse. Le conseil de bande se réunira d'urgence à ce sujet mercredi le 17 avril en avant-midi. 9 filles sur 10 ne sont pas suffisamment actives à l'adolescence. C'est le constat qu'a fait l'organisme Philactive dans son dernier rapport de recherche universitaire datant de l'an dernier. Pour tenter de changer la tendance, Philactive offre une panoplie d'activités physiques à plus de 9000 adolescentes d'écoles secondaires de partout dans la province, mentionne la travailleuse de milieu au Carrefour Jeunesse Emploi d'Abitibi-Est et responsable de Philactive, Myriam Leduc. Chaque semaine, des jeunes sportives se rassemblent pour bouger et socialiser, tout en se tenant loin des sentiments de jugement et de pression. Aujourd'hui, elle était une quinzaine à pédaler et à s'encourager à l'école secondaire Le Tremplin de Malartic. La coordonnatrice régionale de Philactive, Karine Bisson, fait remarquer que plusieurs barrières peuvent freiner les filles à s'activer. Au total, ce sont 8 écoles de l'Abitibi-Témiscamingue qui participent au programme Philactive. L'organisme espère rejoindre un bon nombre d'adolescentes de la région lors de la prochaine année scolaire. La co-porte-parole de Québec solidaire, Émilise Le Sartérien, fait une pause de la vie publique pour des raisons de santé. Bien que ce ne soit rien de grave, la date de son retour en poste n'est pas connue. Élue co-porte-parole de Québec solidaire en novembre dernier, elle faisait régulièrement l'aller-retour entre Québec et l'Abitibi-Témiscamingue, où elle a été députée de 2018 à 2022. Le parti n'a pas souhaité préciser la nature de ses ennuis de santé pour des raisons de confidentialité. De son côté, Manon Massé sera en convalescence pour les prochaines semaines car elle a récemment subi une 3e opération au cœur après avoir reçu un diagnostic d'arythmie à l'été 2023. Espace Abitibi-Est est un organisme qui fait de la prévention à la violence faite aux enfants dans sa communauté, a lancé au début du mois la série Espace, un univers de prévention dans le but d'outiller les parents pour aider leurs enfants. Le projet de web-série est une suite à la série d'ateliers qu'Espace Abitibi-Est a offert aux parents qui ont eux-mêmes choisi les 6 thématiques différentes pour les ateliers. Ils ont réutilisé ces thématiques pour notre web-série qui sont la violence faite aux enfants, l'intimidation et la cyberintimidation, la gestion des écrans, l'anxiété chez les enfants, la dépression et le suicide chez les enfants et la gestion saine des émotions. Dans cette web-série, ce sont les parents des enfants et les professionnels qui ont été interpellés pour venir en parler. La web-série permettra aux parents d'épauler leurs enfants dans l'acquisition et le développement de leur affirmation de soi, leur confiance en soi et leur estime. L'entraide entre enfants et adultes, l'autocontrôle, les habiletés sociales ainsi qu'une saine gestion des émotions seront également des sujets abordés dans les 6 capsules de la web-série. Ces nouvelles acquisitions amèneront l'enfant à avoir une meilleure confiance en lui et un plus grand pouvoir pour agir sur les situations quotidiennes et celles impliquant la violence. Dès la petite enfance, il est possible d'aider les enfants à développer ces habiletés qui leur seront nécessaires tout au long de leur vie. Les capsules sont d'une durée de 5 minutes environ chacune. La première vidéo de la série web est déjà disponible sur la chaîne YouTube et la page Facebook d'Espace Abitibi-Est. Les prochaines capsules sortiront 2 fois par mois jusqu'en juin. L'incendie qui a ravagé le dépanneur de Kitsisakik dans la nuit de lundi à mardi passé vient bouleverser le quotidien des membres de la communauté. Construit il y a environ 4 ans,
Inauguré l'an dernier, le dépanneur permettait à la population de trouver des articles essentiels du quotidien, de la nourriture et de l'essence. Pour Rénal Papati, président de la Société économique de Kitsisakik, il est primordial de trouver des solutions rapidement, avant même de songer à une reconstruction, parce que le dépanneur est un besoin essentiel pour la communauté. M. Papati affirme que plusieurs se nourrissaient au dépanneur, car ce n'est pas tout le monde qui pouvait se rendre en ville chercher son épicerie. La Sûreté du Québec enquête sur l'incendie qui a détruit le dépanneur à Kitsisakik. Le travail des premiers répondants, puis des pompiers de Val-d'Or, a permis de sauver les pompes et les réservoirs à essence. L'ancien édifice du dépanneur, situé tout près de celui qui a été incendié, a aussi été épargné par les flammes. Rénal Papati soutient que la communauté est en mode solution pour trouver les ressources afin d'alléger les choses dans la communauté, d'avoir de l'essence et de la nourriture. Il pense que les pompes vont pouvoir servir à nouveau. Le chef des pompiers de Val-d'Or reconnaît que son service est un peu impuissant quand il se présente pour combattre un incendie à 87 km de Val-d'Or. Éric Hébert, chef pompier, explique que ça prend une protection dans l'immédiat, car avec le délai d'intervention, ça sera toujours des pertes totales. Il ajoute que des discussions sont en cours à la MRC de la Vallée de l'Or afin de trouver des solutions pour Kitsisakik. Il est important que les gens sur place puissent faire les premières interventions. Des pourparlers ont déjà eu lieu pour de la formation, mais il précise que ça prendra également l'équipement nécessaire. La Mossoise Nancy Audette quitte son rôle de marraine à la Fondation des jeunes de la TPJ de Montréal pour s'impliquer davantage dans l'Abitibi-Témiscamingue. Lors de déplacements dans les régions pour donner des conférences, elle a noté des besoins pressants. Elle rappelle que l'Abitibi-Témiscamingue demeure la région où il y a le plus haut taux de signalement à la direction de la protection de la jeunesse. Nancy Audette s'est rendue compte il y a à peu près 1 an qu'il y avait une fondation, mais pratiquement aucune activité en Abitibi-Témiscamingue. Elle désire aller aider les enfants de sa région. Elle souligne que la Fondation des jeunes de la DPJ fournit de l'aide pour que les jeunes aient accès à des aliments, des vêtements, à du tutorat pour les aider à l'école ou à des cours de musique et de sport. Elle affirme qu'elle a mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à faire connaître la Fondation. La Fondation va bien. Elle est passée de 5 à 15 employés et a presque triplé les montants recueillis, les dons recueillis. Nancy Audette veut aussi concrétiser des projets dans les régions comme la Côte-Nord et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle se préoccupe également de la distance entre la maison familiale et l'adresse des familles d'accueil. Elle veut éviter que les enfants soient déracinés. La CAQ qui se dit prête à discuter avec Québec solidaire pour tenter de trouver des façons de mieux protéger les aînés contre les rénovictions encourage le professeur en travail social à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Stéphane Grenier. La loi actuelle empêche l'éviction de locataires de 70 ans et plus qui habitent plus de 10 ans à la même adresse. Québec solidaire souhaite abaisser l'âge à 65 ans et 5 ans dans le même logement. Stéphane Grenier rappelle que le prix des logements en constante croissance augmente les difficultés de trouver un endroit où rester. En Abitibi-Témiscamingue, on parle qu'en 2031, un quart de notre population, soit 25 %, va être des personnes âgées de 65 ans et plus. De ces 25 %-là, on a déjà une bonne proportion qui va vivre sous le seuil de la pauvreté. Donc, des gens qui vont avoir beaucoup de difficultés à se loger, mentionne-t-il. Celui qui est aussi président de la Piole à Val-d'Or, qui accueille des personnes en situation de rupture sociale, reconnaît que certains propriétaires voient des avantages économiques à tenter de se départir de locataires âgés. Le temps d'attente pour un logement HLM pour personnes âgées est d'environ 24 mois en Abitibi, donc 2 ans. Il parle également d'une moyenne de 2 198 $ par mois pour une place en résidence privée pour personnes âgées. Le professeur en travail social pense que la construction de logements plus abordables
ou un supplément au loyer sont aussi des solutions intéressantes. Les membres de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec en Abitibi-Témiscamingue sont déçus du rejet de l'entente de principe conclue en mars dernier pour le renouvellement de leur convention collective. Au vote national, 61% des 80 000 membres, dont des infirmières auxiliaires, des inhalothérapeutes, des perfusionnistes cliniques, ont voté contre l'entente. En Abitibi-Témiscamingue, 74% des membres du syndicat ont voté pour l'entente, en tenant compte des gains obtenus spécifiques pour la région. C'est un peu une surprise. La déception est assez grande en région, mais les membres de la FIC vont devoir respecter la démocratie. Les membres étaient déterminés à aller chercher une entente de principe et à tourner la page. Ce sera difficile dans les prochaines semaines et les prochains mois de rebâtir une mobilisation car une majorité de nos membres était en faveur. Plusieurs questions ont soulevé des craintes chez certains opposants à cette entente, dont la clause de flexibilité et de mobilité, ainsi que des enjeux salariaux. Les membres de la FIC sont confiants d'être en mesure de maintenir les acquis qu'ils avaient réussi à aller chercher. Le plus grand regret pour la FIC, c'est que tant que cette entente-là ne sera pas signée, elle ne sera pas en mesure d'aller chercher les sommes octroyées à la région. Donc, cela retardera leur plan d'attraction et de rétention en tenant compte du fait qu'on a énormément de problèmes de pénurie de main-d'œuvre en région. La prochaine étape pour la FIC consistera à aller consulter ses instances et ses membres pour voir quels sont les éléments centraux insatisfaisants avant de retourner négocier avec le gouvernement. Jean-Sébastien, président de la FIC-CISAT, ne s'attend pas à une nouvelle proposition d'entente dans les prochaines semaines, assurant que le processus sera long. On va prendre le temps de faire les étapes une à une et d'aller revoir nos membres qui sont clairement en majorité très déçus du rejet de cette entente. Alors que le Québec bénéficie de 17 000 places en service de garde de plus qu'il y a 8 ans, l'Abitibi-Témiscamingue a vécu l'inverse en perdant plus de 500 places pour les tout-petits. Cette situation fait en sorte que plusieurs parents sont incapables de réintégrer le marché du travail à temps plein. À l'image de la province, le nombre de places en installation ou en CPE a augmenté au cours des dernières années en Abitibi-Témiscamingue, passant de 2124 places en 2016 à 2471 en février 2024, pour un ajout de 347 places. En pourcentage, on parle d'une hausse de 14 %, ce qui est relativement semblable à la moyenne provinciale qui était de 13 % pour la même période. Le nombre de places disponibles en milieu familial baisse toutefois beaucoup plus rapidement. En 2016, 381 éducatrices en service de garde étaient en activité dans la région, pouvant offrir jusqu'à 2286 places. En mars 2024, elle était 254 à offrir 1389 places, soit une baisse de 897 places en milieu familial. Le cabinet de la ministre de la Famille, Suzanne Roy, a fourni une réponse à Radio-Canada par courriel, affirmant qu'il y a eu une baisse des responsables en service de garde éducatif à l'enfance partout au Québec en raison de la pandémie et nous y sommes sensibles. Cependant, cette tendance est inversée. Au-delà de la pandémie, la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec croit que les conditions de travail en ont incité plusieurs à fermer leurs services de garde. Valérie Grenon, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, estime qu'il y a de nouveaux milieux familiaux qui vont ouvrir, mais pas assez pour répondre aux besoins, jamais autant que les pertes qu'on a eues d'année en année. Les données provinciales donnent raison au ministère de la Famille, alors que le nombre de places en milieu familial a augmenté au cours des 2 dernières années. En Abitibi-Témiscamingue, la tendance à la baisse n'a toutefois pas été renversée, alors que 1436 places en milieu familial étaient disponibles en avril 2023, comparativement à 1389 en janvier 2024. Valérie Grenon mentionne
qu'en ce moment, c'est un des DEC les moins bien payés au Québec. Donc, un jeune homme ou une jeune femme qui songe à aller faire une carrière en petite enfance, s'il regarde le revenu qu'il aura en milieu de carrière, il va probablement choisir un autre métier. Au cabinet de la ministre Roy, on rappelle aussi qu'un projet pilote de service de garde en entreprise et en communauté s'avère une solution efficace. 11 projets sont en activité en Abitibi-Témiscamingue pour un total de 120 places. De nombreuses annonces d'ajout de places en CPE ont eu lieu en Abitibi-Témiscamingue dans les dernières années, mais plusieurs projets tardent à se concrétiser. C'est le cas de 6 nouveaux centres de la petite enfance qui devaient être construits dans des bâtiments préfabriqués en collaboration avec le ministre de la Famille qui a finalement abandonné le projet pilote. Le cabinet de la ministre Suzanne Roy explique par courriel que les 2 premiers appels de projet n'ont pas été concluants avec des coûts dépassant de 85 %. Le président de la CSN en Abitibi-Témiscamingue, Félix-Antoine Lafleur, affirme que le constat, c'est qu'il y a une création de places en service de garde éducatif partout au Québec et que l'Abitibi-Témiscamingue est un peu le parent pauvre de ça. Ce dernier estime qu'il s'agit d'un enjeu important pour la rétention du personnel dans la région. Tôt ou tard, on va vivre un point de rupture où les travailleurs et travailleuses vont quitter la région parce qu'il n'y a pas de possibilité d'emploi et qu'il n'y a pas de système qui leur permet d'occuper un emploi. C'est grave, conclut M. Lafleur. L'Union des municipalités du Québec tient à saluer le dépôt d'un projet de loi visant notamment à améliorer la protection des élus municipaux dans l'exercice de leurs fonctions, tout en offrant de nouveaux outils pour favoriser la démocratie municipale, une priorité portée par l'Union au cours des derniers mois auprès du gouvernement du Québec. L'Union a dénoncé une situation préoccupante en début d'année, alors qu'on assistait à un nombre record de démissions depuis les dernières élections municipales et à une augmentation des cas de harcèlement et d'intimidation envers et entre les élus municipaux. Il était essentiel d'agir rapidement. Aujourd'hui, nous accueillons favorablement les mesures proposées par la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt. Soulignons que le projet de loi intègre également des mesures visant à encourager la participation électorale et à faciliter la conciliation entre la fonction d'élu, le travail et la vie personnelle, répondant ainsi à une préoccupation mise de l'avant par le Comité sur la démocratie municipale de l'Union. Par ailleurs, l'UMQ souhaite souligner l'importance d'adapter les formations destinées aux élus municipaux en fonction de leurs besoins spécifiques, en reconnaissant ainsi leurs compétences et expertises individuelles. L'Union suivra attentivement l'évolution du projet pour s'assurer que l'ensemble des réalités sont prises en compte et réitère sa pleine collaboration pour les prochaines étapes. Finalement, le Comité sur la démocratie municipale de l'UMQ, mis en place en début d'année, poursuivra ses travaux au cours des prochains mois. À terme, celui-ci élaborera des propositions concrètes et ambitieuses afin de continuer à promouvoir l'importance de la démocratie de proximité ainsi que des débats sains et respectueux. La Banque du Canada a maintenu pour la 6e fois de suite, mercredi, son taux directeur à 5 %, comme s'y attendaient les économistes. Dans un communiqué, la Banque centrale s'est dit déterminée à rétablir la stabilité des prix pour la population canadienne et à justifier cette décision en raison de l'inflation encore trop élevée, même si cette dernière a ralenti ces derniers mois. L'inflation baisse, mais il faudra encore du temps pour savoir s'il s'agit d'un progrès durable, a précisé l'institution monétaire, qui s'attend à ce que l'économie mondiale continue de croître à un taux d'environ 3 % et à ce que l'inflation baisse graduellement dans la plupart des économies avancées. Depuis l'automne dernier, le taux directeur est à son plus haut niveau depuis 22 ans. La Banque centrale l'avait laissé inchangé en septembre, octobre, novembre, janvier et mars afin de stabiliser l'activité économique et de freiner l'inflation.
En février, l'inflation sur un an a ralenti davantage qu'anticipé, s'affichant à 2,8 % et se rapprochant de la cible de 2 % de la Banque centrale canadienne. Celle-ci espère atteindre ce taux en 2025. Un analyste prévoit une baisse du taux directeur à compter de juin. Il souligne également que le seul problème aujourd'hui provient des données sur l'inflation américaine plus élevées que prévu, ce qui soulève des inquiétudes quant à la pression sur les prix qui pourrait dépasser les frontières du principal partenaire économique canadien. Par ailleurs, la Banque du Canada a relevé mercredi passé sa prévision de croissance pour 2024 en raison notamment de la forte augmentation démographique et d'une reprise des dépenses des ménages. Elle estime que la croissance atteindra 1,5 % dans l'année, contre 0,8 % dans sa prévision de janvier. La prochaine annonce de politique monétaire aura lieu le 5 juin prochain. Alors voilà, c'est ainsi que se termine notre bulletin de nouvelles pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Ici Lorraine McLean qui vous remercie d'avoir été là. Bonne semaine à tous. On se revoit la semaine prochaine pour une autre émission d'Infothémis. Au revoir!